On va vous proposer de faire un petit retour sur la campagne passée. Du coup, campagne assez particulière, hein, assez décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, en premier lieu, on va faire un point sur le contexte climatique. Donc, on a également eu pas mal de verses. Donc, on tentera, en reprenant les éléments de physiologie, de faire le lien avec le climat et de vous expliquer le pourquoi du comment. Et puis, enfin, il n'a échappé à personne que les récoltes particulièrement tardives de cette année, donc c'est lié également aux conditions climatiques particulières et le fait qu'on ait des conditions climatiques très favorables au développement de la FUSA, ça nous laisse craindre un risque sanitaire assez important pour cette campagne, notamment via le développement de mycotoxines. Donc on refera un point là-dessus également. Donc on démarre par un bilan un peu climatique de la campagne. Alors sur les cartes que vous voyez à l'écran, donc vous pouvez voir les cumuls de pluie pour une période qui va du 1er avril au 15 novembre 2024. Donc sur la carte de gauche, les cumuls de pluie sont exprimés en millimètres. Sur la carte de droite, ils sont plutôt exprimés en écart à la médiane, donc médiane 20 ans. Et comme le montrent ces cartes, en fait, on a des secteurs qui ont été particulièrement impactés par ces excès d'eau. Et paradoxalement ou pas d'ailleurs, c'est ces mêmes secteurs qui avaient subi de forts niveaux de pluie, de forts cumuls de pluie à l'automne-hiver dernier. Alors, ces forts cumuls de pluie, ils arrivent, donc je viens un petit peu de le dire, sur des sols qui sont déjà gorgés d'eau. Donc, il a plu de manière quasi ininterrompue depuis octobre dernier. Donc, c'est un petit peu ce qui illustre les deux graphiques que vous avez à droite. Donc, on a pris un cas sur Rouen et un cas sur Angers pour illustrer un petit peu, faire un petit peu un point de chute en Normandie et puis un point de chute en Pays de la Loire. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup sur ces graphiques à droite, beaucoup de petits bâtons bleus, en fait, qui témoignent de la présence fréquente de pluie. En fait, il a plu quasiment tout le temps. Donc avec pour conséquence beaucoup de retard dans les travaux au champ, donc lié à un manque de portance, à des fenêtres météo qui ne permettaient pas forcément d'intervenir dans les parcelles, des parcelles pas encore débarrassées. Enfin, je pense notamment aux ensilages d'herbes qui ont pas mal traîné cette année. Et donc du coup, une campagne qui est remarquable entre guillemets, alors pas en positif, par des semis très étalés, parce qu'il y en a quand même malgré tout certains d'entre vous qui ont pu semer à des dates j'ai envie de dire normales, même si à des dates habituelles, on va dire. Et puis, on a également des semis qui ont été très retardés. Et donc, il y a certains semis qui ont été faits avec parfois un mois de retard, voire plus que ça. Donc, quand on regarde du côté des températures, donc c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre et espérer un été plutôt chaud qui nous aurait permis de compenser une partie du retard qui a été pris au semis. Mais quand on regarde la carte des températures, et puis on l'a vécu cet été, on se rend compte qu'on est plutôt en tendance sur des cumuls de températures inférieures à la médiane, et ce notamment au sud de la région. Et du coup, paradoxalement, des températures plutôt à la médiane ou légèrement supérieures quand on se trouve au nord. Donc non, en fait, les températures n'ont pas permis de compenser le retard qu'on avait pris au semis. On vous fait également un petit focus sur les différentes séries de précocité. Donc, on vous a remis ici le récap des besoins en somme de température en bassissant en fonction des précocités pour atteindre la maturité des séries grains et des séries fourrage. Donc, en fait, compte tenu du retard pris au semis et des températures estivales plutôt fraîches, on peut se poser la question, et en l'occurrence, c'était plutôt légitime et pertinent cette année de changer de gamme de précocité. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas toujours pu être fait. Pour différentes raisons, notamment logistiques. Et puis c'est vrai qu'on ne savait pas trop non plus où on allait. Donc on va le voir par la suite. En fait, on n'avait pas toujours la précocité adaptée à l'offre climatique de 2024. Il y a un micro qui n'est pas coupé. Donc justement pour illustrer ce que je vous raconte là, on vous propose à nouveau deux cas types, donc un pour chaque région, sur lesquels on va regarder les cumuls de température en bas 6,30 depuis les semis. Donc ici, sur cette première diapo, c'est un semis au 15 avril 2024, donc dans deux secteurs différents. Donc sur la Jaillère, on est près d'Angers, à peu près représentatif des Pays de la Loire, et puis plutôt pour la Normandie, on a mis un cas type sur Rouen.
Donc sur ces graphiques-là, la courbe rouge, ça représente la campagne 2024, donc les cumuls en somme de température depuis le 15 avril pour la campagne 2024 en basse 30. La courbe noire, c'est la médiane, et puis ensuite on a le mini, le maxi en pointillé. Et puis à titre, pour se rendre un petit peu compte et comparer, à titre de comparaison, on va dire, on a remis les deux campagnes précédentes, 2023 et 2022. Et donc on voit bien en fait que pour 2024, on a des sommes de température, alors en Pays de la Loire qui flirtent plutôt avec la minimale, et puis plutôt avec la médiane en ce qui concerne les secteurs plutôt normands. Donc c'est représentatif de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte. Et on a ensuite repositionné les dates théoriques d'atteinte de la maturité pour différentes séries de précocité. Donc là, on a mis que les grains, mais clairement, on aurait pu faire le même exercice avec les fourrages. Hein. Et vous pouvez le faire, vous prenez la somme de température sur la diapo précédente et puis vous vous positionnez sur ce graphique-là. Et donc, pour un semis d'avril, donc on va dire un semis à date classique, j'ai envie de dire, donc on voit que les dates de... Voilà, on indique les dates de maturité pour les séries G1, G2, G3 et puis en Normandie de G0 à G2. Donc on voit que les dates de semis restent raisonnables, mais globalement, on arrive quand même à maturité relativement tard par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et quand on fait ces mêmes simulations avec des semis au 1er juin, donc pour rappel, on a eu pas mal de semis réalisés sur la période qui va de fin mai à début juin, on voit bien que là, on part sur des dates de récolte qui sont beaucoup, beaucoup plus tardives. Et notamment, si je prends l'exemple de Rouen, donc c'est la carte, le graphique à droite, on voit bien que même avec une G0, en fait, quand on sème au 1er juin, quand on a semé au 1er juin en 2024 une G0, ben, en fait, on atteint la maturité que fin novembre. Donc, en fait, je vous laisse imaginer les dates de récolte quand on a des précocités qui n'ont pas forcément pu être modifiées. On va chercher des récoltes mi à fin décembre. Donc, en fait, 2024, on est vraiment sur des dates de récolte très, très tardives du fait du contexte climatique des semis et des températures estivales plutôt fraîches. C'est vrai que ce que je vous raconte depuis le début de ce matin, c'est plutôt négatif, mais malgré tout, il faut quand même signaler qu'on n'a pas eu de stress hydrique marqué sur la période estivale. Donc ici, on a remis 2 bilans hydriques, donc de la même manière sur les 2 secteurs. Donc, vous avez les paramétrages différents et notamment les typologies de sol et les niveaux de RH pour chacun des 2 cas types. Et donc, on voit bien que, alors, même si effectivement un tour d'eau aurait probablement été valorisé en Pays de la Loire, on n'a pas de déficit hydrique sévère sur la forte période de sensibilité du maïs. Donc ça, c'est quand même plutôt un point positif sur la campagne. Donc en résumé, sur la campagne 2024, c'est une campagne donc, qui est décalée entre guillemets du début à la fin avec des récoltes très très tardives. Et on a essayé de lister ici les conséquences potentielles de tout ça et notamment de ces récoltes tardives. Donc, on va avoir déjà en premier lieu un impact agronomique. Effectivement, on a pas mal de verses en 2024. Alors, surtout en Pays de la Loire. C'est un petit peu moins vrai en Normandie. On va y revenir en détail juste après. On a un risque sanitaire important, notamment avec le développement potentiel du mycotoxine dans les lots. Donc ça, de la même manière, on va faire un petit focus FUSA et mycotoxine juste après. On aurait pu craindre un risque gel, mais heureusement, c'est un risque qui est a priori évité cette année, parce que là, ça aurait été une pièce de plus qui est en négatif. On a forcément un impact économique avec des coûts de séchage conséquents en maïs grain. Alors, on ne va pas y revenir plus que ça, mais de toute façon, vous êtes bien au courant de ça. Et puis enfin, on a également des conséquences au niveau des rotations, avec parfois des chamboulements dans les assolements. Donc, je pense notamment aux parcelles de céréales qui auraient dû être emblavées derrière un maïs récolté trop tard. Donc, en fait, dans pas mal de situations, on va se retrouver avec des doubles cultures de printemps. Et puis, du coup, de la même manière, on va se retrouver avec des alternances céréales sur céréales dans pas mal de situations. Du coup, et puis, il y a aussi le fait que les récoltes ont parfois, je ne sais pas si je dois dire souvent, été réalisées dans des conditions assez compliquées. Donc, il ne faut pas non plus négliger les risques de tassement et leurs impacts potentiels sur les cultures suivantes, notamment cultures sensibles. Donc là, pour les Normands, je pense notamment au lin. Donc, attention au tassement aux impacts de récolte dans des mauvaises conditions. Et puis, il y a également un risque de développement butyrique dans les silos quand on a des récoltes de maïs fourrage dans des conditions assez mauvaises. Donc là, maintenant, on vous propose un petit focus sur la verse. Donc,
vert, c'est un fait assez marquant de la campagne 2024. Alors du coup, en préambule, je vous propose un rapide rappel sur les différents types de verse. Donc on a de la verse qui va être susceptible d'intervenir avant le stade floraison plus 15 jours. Donc à ce stade-là, on peut avoir affaire à de la verse qu'on va appeler verse racinaire ou verse en végétation. Donc en gros, on a le système racinaire qui ne va pas permettre de maintenir les plantes debout. Ou alors, on entend aussi beaucoup parler de snapping. Donc en fait, le snapping, c'est une verse qui intervient assez tôt et on a une casse partielle ou complète des tiges et des tiges qui étaient initialement saines. Donc c'est ce qu'on peut voir là sur ces photos qui ont été prises fin juillet, début août. Ça plie et parfois, comme sur ces photos-là, ça peut casser. Et ça se redresse plus ou moins bien. Ça dépend du contexte de l'année. Et puis, on peut ensuite avoir de la verse qui va intervenir après le stade floraison plus 15 jours. Donc là, on peut avoir une plus grande variabilité de causes, dans ce cas-là. Donc, on peut avoir de la verse mécanique, donc de la verse, par exemple, en végétation qui ne s'est pas vraiment redressée, ou de la verse racinaire, mais qui serait apparue après floraison. Donc, c'est notamment ce qu'on voit là sur les photos qui apparaissent à l'écran. C'est pareil, c'est le système racinaire qui ne tient pas, les plantes qui se couchent, mais après le stade floraison. Et puis, on peut également avoir de la verse, alors dite physiopathologique, donc là où phénomène de tige creuse, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc en fait, on a un transfert des assimilats qui va être exagérément, enfin, beaucoup plus fort des tiges vers les grains sous l'effet d'un stress d'hiver, et du coup les tiges vont casser. On peut également avoir de la verse parasitaire, donc liée à des attaques de foreurs, donc comme vous voyez sur les photos en haut à gauche. Et puis, ce qu'on peut également observer et qu'on peut catégoriser également comme de la verse, c'est quand les foreurs attaquent le pédoncule et provoquent de la chute d'épis. Donc là, c'est la photo en bas à gauche que vous pouvez voir. Bon, c'est un panorama qui n'est pas du tout exhaustif, hein. Il y a d'autres cas. Et puis, le but n'est pas non plus de parler de tout ça pendant trop longtemps. Donc, on peut se poser par contre la question maintenant de pourquoi est-ce qu'on a eu autant de verse en Pays de la Loire en 2024 ? Donc, comme je vous disais, la Normandie aurait visiblement été davantage épargnée par ce phénomène. Donc, on vous a remis sur cette diapo l'ensemble des facteurs qui peuvent favoriser l'averse. Donc, on a des facteurs plutôt climatiques, comme la pluie, les températures et les défauts de rayonnement. On va les détailler ensuite un petit peu un par un, sachant qu'on en a déjà parlé dans le premier bilan de campagne, là, un petit peu. Et puis, on a des facteurs après plus parasitaires, comme par exemple les foreurs, donc, que j'ai évoqués sur les photos précédentes, ou le rhizoctone, que justement j'ai oublié de citer juste avant, mais qui peut également entraîner de l'averse. Alors, premier facteur impliquant la pluie. Donc, du coup, on a déjà pas mal parlé de la pluie, qui a impliqué des retards au semis, mais une autre conséquence de ces fortes pluies, c'est qu'on a pu avoir des niveaux d'enracinement limités. Alors, enfin, je parle spécifiquement en 2024. Donc, limités d'une part parce qu'on a des structures de sol qui ont pu être dégradées par des préparations un peu compliquées ou des interventions parfois réalisées dans des conditions avec des portances un peu limites, voire pas bonnes du tout même. Et puis, on a aussi le phénomène, on a de l'eau qui se trouvait disponible dans les horizons de surface, donc ça n'a pas forcément incité les racines à plonger en profondeur. Et donc, du coup, on peut supposer qu'en 2024, on avait probablement des enracinements qui n'étaient pas forcément terribles au cours de cette campagne. Donc ça, c'est le premier phénomène. Alors, c'est pas la pluie directement qui a impacté, c'est plutôt une conséquence de la pluie. Ensuite, les températures, donc, qui ont été plutôt fraîches. Donc, on en a également déjà pas mal parlé, et notamment de la racinance sur la durée du cycle des maïs. Donc, en fait, en conséquence, on va avoir des allongements de cycle et des cultures qui vont être davantage exposées aux tempêtes, ce qu'on appelle tempêtes automnales, donc les coups de vent et les pluies. Donc, on aurait pu également penser qu'on aurait eu un bon mois de septembre, mais encore une fois, les planètes apparemment n'étaient pas hyper bien alignées en 2024, et il se trouve qu'on a eu des coups de vent assez violents fin septembre. Alors, toujours le contre-pied, le côté un petit peu positif, c'est qu'on n'a pas eu non plus de stress thermique à floraison. Donc, globalement, on a de bons niveaux de fécondation. On a des épis qui sont bien remplis, qui sont esserrés haut. Donc, on n'a pas de souci d'avortement des épis et de prise de relais des épis secondaires. Donc, c'est vraiment l'épi qui a été initié en premier qui s'est développé. Et donc, du coup, on a des épis qui sont insérés relativement haut sur les tiges des plantes. Donc, ça, c'est le côté un peu positif.
Et puis enfin, le rayonnement, donc troisième facteur climatique, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais il peut jouer également sur le risque de verse. Donc on va regarder ce critère-là à 2 périodes, donc sur la période d'élongation, donc entre 8 feuilles et floraison. Donc là, quand on a un manque de rayonnement, on peut avoir des tiges qui vont avoir tendance à s'allonger, à s'étioler pour aller chercher la lumière, avec des tiges potentiellement plus fragiles, moins riches en lignine, en cellulose et plus fines. Donc du coup, on accentue le risque verse. Et sur la partie remplissage du grain, donc quand on a des rayonnements un peu déficitaires, on va avoir tendance à observer une remobilisation plus importante des réserves de la tige pour aller remplir les grains. Donc en gros, on a une compensation par la tige de ce que les feuilles ne peuvent pas forcément fournir en quantité suffisante au grain, faute de soleil, et ça implique également une fragilisation des tiges. Alors pour illustrer un peu mon propos, donc de la même manière que ce qu'on vous a montré précédemment pour la pluie et la température, on peut regarder ici sur cette carte l'écart de la somme de rayonnement à la médiane 20 ans, donc sur une période donnée. Donc ici, on a englobé du 1er juin au 31 août pour couvrir un petit peu les 2 périodes de sensibilité. Et sur la carte, on voit bien que la zone des Pays de la Loire est plus fortement, enfin semble plus fortement impactée par ce manque de rayonnement que la zone Normandie. Et ça peut notamment expliquer pourquoi on aurait eu davantage de verse en Pays de la Loire qu'en Normandie. Et puis pour terminer, on va retrouver également les foreurs qui peuvent impliquer de la verse via les attaques de tiges, et puis le rhizoctone qui était assez fortement présent cette année, lié notamment aux conditions pluvieuses, enfin aux conditions de l'année favorables à son développement. Et puis les foreurs, a priori, ils ont été assez actifs en Normandie. En Pays de la Loire, je dirais on doit pouvoir qualifier la pression de relativement normale. On n'a pas eu de fortes attaques de foreurs plus que d'habitude. Et donc, si je refais apparaître tous les facteurs et que je résume très rapidement leurs conséquences sur la filière du maïs, donc on a des maïs qui sont en 2024 de grande taille, avec des enracinements potentiellement déficients. Alors pas partout, hein, mais ça peut arriver. Des épis qui sont insérés haut, qui sont bien remplis et qui du coup sont lourds, et du fait des pluies également gorgés d'eau, donc ce qui va les alourdir d'autant plus. On a des tiges qui sont fragilisées par les mauvais rayonnements, du rhizoctone et des foreurs qui s'ajoutent là-dessus. Donc en fait, vous voyez qu'en 2024, on avait un terrain hyper favorable à l'averse. Donc on a à peu près tous les facteurs qui s'allument, enfin tous les voyants qui s'allument au rouge. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est le vent de fin septembre qui a fait un peu tomber tout ça, quoi. Alors, c'est pas que le vent, parce qu'on a des maïs qui ont versé plus tôt, mais dans la grande majorité des cas, on avait réuni tous les facteurs. Ça tenait encore debout, et puis le vent a donné le coup de grâce fin septembre. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous raconter au niveau de l'averse de 2024. Et puis, sans réelle transition, un autre fait marquant de la campagne 2024, c'est le risque sanitaire important qui a pu être exacerbé par les récoltes tardives. Alors, avant tout, je vous fais un rapide panorama de la diversité de la flore qu'on peut rencontrer. Et encore une fois, c'est non exhaustif. Donc, on peut commencer par un que tout le monde connaît, donc Fusarium graminearum. Donc, c'est un champignon qui va s'attaquer à l'épi. Alors, pour le reconnaître, en fait, ça fait une pourriture, un mycélium blanchâtre au niveau de l'épi. Ça commence généralement au sommet de l'épi. Donc, on a les soies et les spathes qui vont être collés. Et puis, surtout, ce qui est marquant, c'est qu'on a la totalité des grains d'une même couronne qui vont être touchés. La rafle elle-même est pourrie. Et les grains, ils vont avoir tendance à s'enfoncer dedans quand on appuie dessus. Le champignon, lui, va se transmettre via les résidus de la culture les résidus de culture du précédent. Alors, bien sûr, il faut que les conditions climatiques soient favorables à la fructification et à la maturation des spores. Mais bon, ça a été le cas en 2024. Et du coup, les spores vont ensuite venir contaminer les soies au moment de la floraison. Et donc, du coup, contaminer les épis. Alors, ce champignon-là est susceptible de faire perdre du rendement parce qu'en fait, on va avoir un développement du mycélium au détriment de l'amidon et on a des grains qui sont hyper légers. Donc, en fait, on a une relation relativement linéaire entre nombre de grains touchés et perte de rendement. Mais aussi, et surtout, ce champignon est capable de produire des mycotoxines qui sont suivies et réglementées, et notamment Fusarium graminearum est capable de produire du DON, donc du déoxynivalénol, et de la zéaralénone, qu'on appelle ZA, c'est plus simple. On a également donc la photo là que vous voyez au milieu. Donc c'est des fusariums qu'on va appeler de la section Lyseola. Donc par exemple, on peut avoir du Fusarium verticilloides notamment. Et ce type de champignon là,
peut être responsable de la production de fumonisine et B2. Donc, c'est des toxines qui vont également être réglementées. Et à la différence du Grammy, les grains vont être touchés de manière plus aléatoire. Et surtout, pour faire la distinction entre les deux, on va jamais avoir tous les grains d'une même couronne qui vont être atteints. C'est plutôt un champignon secondaire qui va venir contaminer les plantes dès lors qu'on a une blessure sur les grains. Ça peut être par exemple des attaques de foreurs qui viennent grignoter le grain et puis le champignon se met en parasite derrière. Et de la même manière que Graminearum, il va être responsable de perte de rendement, donc en lien avec le nombre de grains touchés et puis de développement de fusains. Et puis enfin, dernière photo, alors moins fréquemment observée dans nos régions, celle que vous voyez là en bas, on peut avoir également des développements d'aspergillus qui, eux, vont être responsables de la production d'aflatoxines, qui sont également réglementés. Donc ça, on le voit plutôt apparaître quand il fait très chaud et en tendance sec. Et puis pour vous décrire rapidement le tableau que vous voyez à côté, donc vous retrouvez les différents champignons, les toxines qu'ils vont être susceptibles de produire, et puis on a également les optimums de croissance en termes de température, donc pour le champignon et pour la toxine. Alors c'est des plages, c'est pas strict. Donc on peut avoir du Graminearum qui se développe à moins de 15 degrés et au-delà de 25 degrés, mais on va dire que c'est la plage d'optimum. La plage d'optimum de développement du champignon peut être différente de la plage optimum de développement de toxines, donc de l'optimum de toxinogénèse. On n'a pas de relation très claire entre présence de champignons et teneur en mycotoxines. Donc c'est notamment lié à ce fait-là, donc aux conditions climatiques et notamment de températures qui peuvent être différentes. Mais concrètement, il est possible d'avoir un développement de champignons sans forcément détecter de mycotoxines au silo. Donc peut-être qu'on a les conditions de température non réunies pour la toxinogénèse. Et peut-être plus surprenant ou plus inquiétant, on peut avoir des mycotoxines dans les silos sans avoir observé de champignons sur les plantes. Alors, on vous parle de mycotoxines cette année. Alors, d'une part, parce qu'on a des conditions qui ont été très favorables à leur développement, mais aussi parce qu'on a eu une évolution réglementaire au 1er juillet dernier. Donc, dans le tableau, vous retrouvez les différents types de mycotoxines réglementées, ainsi que les teneurs à ne pas dépasser. Donc, celles qui sont affichées en rouge, c'est celles qui ont bougé, enfin, pour lesquelles les seuils ont bougé en 2024. Donc, notamment la teneur maximale en DON, qui va passer de 1750 à 1500 microgrammes par kilo, et la teneur en T2HT2, qui était jusqu'alors uniquement soumise à une recommandation et qui devient réglementée avec en plus un abaissement du seuil depuis le 1er juillet 2024. Et puis là, vous pouvez retrouver tous les autres seuils pour toutes les toxines dont on vient de parler, notamment les aflatoxines, les fumonisines. Et dans la colonne de droite, vous avez également les seuils pour l'alimentation animale. Donc c'est principalement des recommandations. Et puis pour faire la distinction entre est-ce que c'est une recommandation ou une réglementation, en fait, pour les recommandations, vous avez une petite étoile, et pour les réglementations, vous avez une petite étoile, et pour les recommandations, vous en avez deux. Voilà. Donc comme sur céréales à paille, il existe une grille pour estimer le risque d'ON sur maïs. Donc en gros, pour évaluer le risque, on va prendre en compte différents facteurs, et notamment la gestion des résidus. Donc je vous l'ai dit, du coup, la DON est produit par Fusarium graminearum, et ce champignon-là, on a un risque dès lors qu'il était présent sur les résidus de la culture précédente. Donc quand on parle de gestion des résidus, on entend principalement est-ce qu'il y a eu un labour, est-ce qu'il y a eu un broyage, et on fait le lien avec la nature du précédent, notamment, en gros, est-ce que c'était un maïs, un sorgho, ou est-ce que c'était une autre culture. On va regarder également la présence de foreurs. Et puis, on prendra en troisième critère la date de récolte. Est-ce qu'elle était tardive ou pas? Et dans nos secteurs, notamment, on considère une récolte comme tardive à partir du moment où elle est réalisée après le 5 novembre. Et puis après, on va regarder, alors ça a été réalisé en fonction des études et de la biologie du champignon. On va regarder les températures du mois de mars. Donc en 2024, on était plutôt en tendance normale à froide. Les conditions plus ou moins pluvieuses du mois d'août. Donc on se trouvait en 2024 sur un mois d'août plutôt normal à humide. Hop. Et puis on va obtenir une lettre. Et donc vous voyez au passage que la date de récolte est quand même assez déterminante dans l'estimation du risque. Et donc en ce qui concerne la signification de la lettre, donc on a ici une étude sur plus de 2000 parcelles qui ont été enquêtées. Du coup, c'est cette étude qui nous a permis également de construire la grille. Vous avez pour chacun, les teneurs moyennes en DON, et puis le risque du seuil de dépassement du seuil de 1500 microgrammes. Donc par exemple, imaginons que je me trouve en risque C. Donc on a une teneur moyenne en DON qui va se trouver
aux alentours de 695 microgrammes par kilo, et on a un risque de dépassement du seuil dans 11% des cas. Et imaginons que je fais le boulot dans la grille, je me retrouve en risque E. Donc là, ça veut dire que je m'expose à une teneur moyenne en DON de 1729 microgrammes par kilo, et j'ai un risque de dépassement du seuil de 1500 microgrammes dans mon lot qui est de l'ordre de 34%. Voilà, donc c'est comme ça qu'on lit la grille. Alors pour info, on a également une grille pour le risque fumonisine, mais j'ai pas le temps de le détailler ici, mais il fonctionne un petit peu sur le même principe. Enfin, la grille fonctionne un petit peu sur le même principe. Et puis avant de terminer sur le risque sanitaire, on souhaitait attirer votre attention sur le risque pris lors du pré-stockage. Donc, je suppose que ça se pratique pas mal cette année. Donc, vous avez ici les résultats d'un essai dans lequel on avait évalué l'impact du nombre de jours de pré-stockage sur l'évolution des teneurs en DON, en FUMO et en ZEA. Donc, on peut ne s'attarder que sur le DON pour décrire le tableau. Et donc, on voit qu'en fait, au bout de 2 jours de pré-stockage, on a la teneur en DON qui passe quasiment du simple au double. Donc, vous voyez qu'on passe de 650 à plus de 1100 microgrammes par kilo. Et donc, alors, dans ce cas précis, on ne va pas dépasser le seuil. Mais si on se place dans le contexte de 2024 avec potentiellement des teneurs importantes dès la sortie au champ, en fait, on peut craindre de voir s'envoler les teneurs en mycotoxines, en DON dans les lots. Donc, on a bien conscience qu'il n'est pas toujours possible de procéder autrement, mais on ne peut que vous inviter à rester vigilant sur le pré-stockage. Et donc, en grand résumé, donc je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire, mais j'ai plutôt envie de terminer sur une note positive en disant que malgré tous les éléments qu'on vient de voir et la complexité de la campagne, et même si le risque sanitaire est important cette année, on a quand même des potentiels qui sont en tendance bons à très bons pour cette campagne 2024. Donc, concernant les ravageurs, on a choisi de faire un focus sur les corbeaux, les corvidés, devrais-je dire, et de vous faire un état des lieux de ce qui est exploré actuellement comme alternative au corite, donc aux IRAM, qui est un traitement de semences corvifuges, mais qui ne devrait plus être disponible très longtemps. Et puis ensuite, on fera quelques brèves. Donc, du côté des corvidés, l'idée, c'est de vous présenter les différents dispositifs d'évaluation que l'on a en place depuis plusieurs années, qui sont complémentaires et qui nous ont permis de comparer différentes solutions de traitement de semences pour trouver cette alternative ou ces alternatives au corite. Donc, les dispositifs, ça peut être des essais micro-parcelles classiques, tels qu'on les fait traditionnellement pour comparer des solutions techniques. On a aussi mis en place un certain nombre de duos en grandes parcelles avec des bandes ou des triplets pour comparer des solutions sur un plus grand nombre de parcelles avec l'aide de partenaires. Et plus original, des tests de fréquentation, donc je vais présenter après, donc j'en dis pas plus, vous verrez de quoi il s'agit. Donc, si je regarde déjà au niveau des essais classiques analytiques avec des répétitions, alors il y en a peu parce qu'en fait, on met en place des essais, mais ils ne sont pas toujours attaqués. On a la chance cette année d'en avoir 2 qui étaient significativement attaqués. Donc, un en Bretagne avec une attaque à 70% et un en Alsace avec une attaque un peu plus faible, mais quand même de l'ordre de 44%. Donc, on va regarder les différents traitements de semences comparés. Il faut avoir en tête que dans ces 2 essais, on est en présence d'attaques très précoces, principalement réalisées entre le semis et la levée. Ça peut avoir son importance sur l'interprétation des résultats. Les solutions qui ont été comparées, on a bien sûr un témoin qui n'a rien, semences non protégées vis-à-vis des corbeaux, du corite qui est la référence technique du moment, et puis un certain nombre de substances appliquées sur les semences qui peuvent être de type piment, donc le BPO qui apparaît là, donc qui est à base de poivre. Il y a aussi du soufre microbien avec le Kuanavo, adossé ou pas au traitement de semences force. Et puis on a des produits sous numéro qui ne sont pas décodés mais qui sont à l'étude. Et puis un produit également sous numéro mais qui est à base d'huiles essentielles. Donc, si on regarde les résultats, le corite étant la référence, il apparaît ici avec une efficacité moyenne de 60%. C'est la moyenne des 2 sites d'essai. Et puis, comme on avait classiquement l'habitude de le voir, toutes les solutions évaluées à l'étude,
qui ne sont pas autorisés aujourd'hui, sont d'efficacité intermédiaire, mieux que le témoin, mais malgré tout inférieur au corite. Au passage, vous voyez que ces efficacités, même pour le corite, ça n'atteint que 60%. Hein. On n'a pas de solution parfaite vis-à-vis des répulsifs corbeaux. Alors, à noter que dans cette synthèse, il y a quelques modalités qui s'approchent du corite, notamment l'association Quonavo avec le traitement de semences force, par exemple, qui est à 54%. Si on consolide cette vision 2024 par nos essais 2023, donc là on a regroupé les 4 essais disponibles sur ces 2 dernières campagnes, et on a une hiérarchie assez proche, hein, le corite et puis les solutions testées et le témoin bien sûr à 0. Donc on retrouve Force Quonavo, corite et puis les autres solutions derrière. Donc ça c'est pour les essais classiques. Deuxième type de dispositif, les essais en grandes parcelles. Donc on est sur des bandes dans les parcelles. Je montrerai des photos par la suite. Donc le principe consiste à comparer, si ma souris veut bien m'obéir, voilà, dans une parcelle des duos. Donc un témoin qui n'a rien, pas de traitement corbifuge, et puis 1 ou 2 modalités à l'étude et le corite comme référence haute. Donc on va venir visiter dans ces bandes à différentes dates pour compter le nombre de plantes présentes ou disparues pour évaluer la dynamique d'attaque des corbeaux. Et donc dans ces duos ou trios de comparaison, on a évalué le poivre, le BPO, les huiles essentielles et le soufre microbien. Alors finalement, au fil des campagnes, on est persistant ou persévérant, devrais-je dire, avec le réseau mis en place, avec l'ensemble des partenaires. On arrive à 28 comparaisons possibles. Et à noter que cette année, là, 2024, on a eu beaucoup de sites et beaucoup de sites validés. Parce que malheureusement, on peut mettre beaucoup de sites en place. Au total, on en a 56. Mais seulement 28 exploitables parce que soit les attaques sont trop faibles, soit les attaques sont trop fortes et on ne voit plus rien. Donc on a eu la chance cette année d'avoir un certain nombre de sites supplémentaires, mais il faudra quand même être attentif justement parce que certaines références ne reposent que sur l'année 2024 et d'autres sont étalées sur 3 ans. Donc il y a des effets années aussi derrière tout ça. À noter aussi que les attaques sont précoces. Hein. Dans les 20 jours après le semis, on est pour la plupart des sites on a atteint le taux d'attaque final. Donc voilà, on remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce réseau parce que ça permet, quand on coordonne et conjugue nos moyens, de se faire une vision meilleure de ce qui est possible de faire en termes de lutte contre les corbeaux. Donc en termes de photos, voilà ce que ça peut donner. Donc un beau site là dans le 62, département 62. Vous avez le témoin qui est vraiment anéanti, le corite et puis une solution testée sur la gauche. Et puis les collègues de D2N en Normandie ont testé le Quonavo. Donc vous voyez aussi le même type de photos avec ici un bon comportement du Quonavo, au moins en visuel ici. Alors quand on synthétise tous ces tests en grandes parcelles, voilà ce que ça peut donner. Alors dans un premier temps pour le BPO, vous avez des efficacités qui peuvent être intéressantes, donc qui sont en tout cas à la fois pour le corite et le BPO différentes de celles mieux que le témoin. Là on regarde le nombre de plantes présentes et la petite bulle vous donne l'efficacité calculée en relatif au témoin. Donc quand on prend tous les essais, toute intensité d'attaque confondue, on est pour ces essais, ces comparaisons qui datent des campagnes 2022-2023 avec une efficacité de 31% pour le BPO. Et on peut faire la distinction entre les parcelles fortement attaquées, qui sont les bâtons bleu foncé, et les plus écrasés, c'est là qu'il y a le moins de plantes restantes, et puis les bâtons bleus plus clairs,
avec une hiérarchie entre le CORIT et le BPO qui est du même ordre. Et au final, on peut conclure que même en forte attaque, la hiérarchie est conservée. Il n'y a pas de différence significative entre CORIT et BPO. On peut voir des différences si on calcule l'efficacité, mais c'est statistiquement non différent. Pour ce qui est du Quanavo, même type de réponse, un traitement qui répond avec des différences par rapport aux témoins. Alors, vous voyez que l'efficacité du CORIT est très élevée ici. On est sur une campagne 2024 avec des bonnes réponses du CORIT. Donc, il faut se mettre dans l'échelle de vue 2024. Quanavo, 45%, CORIT, 72%. Et quand on distingue les sites très attaqués des sites peu attaqués, on est là pour le coup, le Quanavo a un peu tendance à décrocher, même si là encore, au plan statistique, CORIT et Quanavo ne sont pas différents significativement. Et le dernier qui a pu être évalué dans ce système de duo de parcelles, c'est Ecovelex, toujours sur des essais 2024, avec une réponse assez proche de celle du Quanavo. Et si on distingue les sites fortement et faiblement attaqués, une réponse qui ne se déforme pas beaucoup. On reste de l'ordre de 40% d'efficacité sur le Quanavo contre 70% pour le CORIT. L'Ecovelex, pardon. Et puis le dernier type de dispositif, c'est les fameux tests de fréquentation dont j'ai parlé en préambule. Donc à quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Ça consiste à laisser le choix aux corbeaux en leur donnant, c'est un peu le self-service, on va dire. On a des parcelles, des petites parcelles en carré là, de maïs qui sont semées, protégées par des filets, et ensuite on laisse les corbeaux venir sur les parcelles et manger, consommer ce qu'ils souhaitent. Et la différence entre ces petites parcelles, c'est qu'évidemment, on compare les différentes modalités de traitement de semences. Donc et comment on fait pour compter la présence des corbeaux? Le site est équipé de caméras et on vient faire des photos. Enfin, les photos se font automatiquement à pas de temps très régulier. Et le dénombrement se fait par comptage photo. Et puis ensuite, on vient compter le nombre de plantes restantes, là cette fois avec nos yeux, dans les parcelles pour voir la dynamique de disparition des plantes. Voilà en quoi ça consiste. On sème le maïs avec les différents traitements de semences dans chacun des petits carrés. Une fois bien levé, on enlève les filets et on lâche les fauves, devrais-je dire, et ils viennent ensuite consommer préférentiellement certaines parcelles par rapport à d'autres. Et c'est ça qu'on va regarder maintenant. Alors ça peut faire peur, mais rassurez-vous, je vais présenter tranquillement ce graphique. Donc vous avez une séquence de suivi de caméra, ça c'est un essai. On a répété cette manip 7 fois cette année, 7 essais de ce type. Donc on suit pendant une grosse semaine la fréquentation par les corbeaux, et vous avez ici une courbe qui correspond au cumul de corbeaux sur toute la semaine de suivi dans le témoin. Et puis ensuite, les courbes de cumul de fréquentation pour les modalités comparées. Et les courbes qui descendent correspondent aux plantes qui disparaissent au fil des heures et des jours dans la parcelle. Donc, quand on est en dessous de cette courbe témoin, c'est que le produit n'apporte rien. Et quand on est vraiment au maximum, on est à 100% d'efficacité. Et l'efficacité d'une solution donnée évaluée, c'est l'air sous la courbe entre le rouge et la courbe dessinée par la solution testée. Donc quand on fait ça, au final, ça nous donne les données suivantes. Donc vous avez en haut la fréquentation par les corbeaux, en nombre de corbeaux moyens cumulés sur c'est l'air sous la courbe, devrais-je dire, par rapport aux témoins. Et puis, ici, les plantes présentes, qui restent dans chacune des parcelles. Donc, on va retrouver une hiérarchie un petit peu différente de celle des tests précédents, au moins dans les tests de cette année. Bon, bien sûr, le témoin est là et le CORIT est le mieux placé. Ça diffère pas.
Ce qui est un petit peu différent ici, c'est qu'on a un produit sous numéro qui était plutôt dans le ventre mou dans les tests, les tests de bande et les tests en microparcelles, et qui sort plutôt mieux ici. Et de même pour l'Ecovelex ici. Donc ça, c'est pour la fréquentation, mais aussi pour le nombre de plantes restantes. Alors, comment expliquer ces différences? On peut faire l'hypothèse que, alors déjà, les corbeaux ont le choix du menu, donc ils vont aller peut-être préférentiellement sur certaines parcelles, et quand ils n'ont pas le choix, ça peut être différent. Et aussi, le fait qu'on ait laissé les maïs levés et enlevé les filets, ça symbolise ou ça reproduit plutôt une attaque tardive de corbeaux. Donc il y a peut-être derrière des effets de persistance d'action, des traitements de semences qui peuvent différer d'une solution à l'autre. En résumé, on a essayé de détailler par type de dispositif la hiérarchie des solutions comparées. Au global, c'est assez proche, si on regarde ça en prenant un peu de hauteur. J'ai parlé des deltas d'efficacité avec le test de fréquentation, qui peuvent être liés à une persistance d'action un peu plus grande. Mais malgré tout, bon, on va conclure aussi en disant qu'on a du mal à trouver un remplaçant au corite. Certaines solutions s'en approchent, mais il y a une plus forte variabilité de réponse. Donc, c'est pas rien, c'est pas zéro efficacité, mais c'est pas forcément au niveau de la solution actuellement disponible. En bref, on vous proposait donc de parler rapidement, dans un premier temps, de géolyse. Alors, pour ceux qui sont concernés, ils savent bien qu'à ce jour, on n'a pas de solution disponible pour lutter contre ce ravageur. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle la filière a demandé une dérogation pour la solution Lumiposa. Donc, le Lumiposa, c'est du cyantranilyprol utilisé en traitement de semences. Et c'est la 3e année pour laquelle on obtient une dérogation. Donc, en attendant, on l'espère par la suite d'avoir une homologation de ce produit. Alors, vous avez en bas, là, dans le pavé, qui s'affiche les... Donc, du coup, la dérogation, on l'a obtenue sur la période du 1er mars 2025 au 29 juin 2025, à la dose de 52,3 grammes de matière active par hectare. Et alors, il y a tout un tas de restrictions. Là, de toute manière, vous aurez les diapos, donc vous pourrez aller regarder, mais en gros, on ne peut pas utiliser sur sol drainé, etc. Et puis, surtout, cette dérogation, elle n'est valable que pour les semis réalisés en Bretagne, en Pays de la Loire et en ex-Basse-Normandie, donc à savoir Calvados, Manche et Orne. Et puis, on vous propose quelques résultats. Donc, on ne sait pas exactement à quelle dose le produit sera homologué, donc on l'a évalué à différents grammages. Et on l'a comparé ici à du karaté. Alors, karaté 04 GR, appliqué avec diffuseur. Alors, je vous rappelle quand même que le karaté n'a pas d'usage géomise, mais que cette solution présente néanmoins une efficacité sur géomise quand on l'utilise contre topin, par exemple. Donc, en quelque sorte, on bénéficiait de son efficacité en second fusil, on l'utilisait sur une autre cible et on l'utilisait sur le ravageur, quand il était appliqué avec diffuseur. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que désormais, on peut appliquer cette solution avec diffuseur. Et donc, sur le graphique que vous voyez apparaître à droite, on voit bien en fait que le karaté, dès lors qu'on l'applique sans diffuseur, il va tomber à une efficacité de 17%, contre 60% quand on l'utilise avec diffuseur. Et donc, concrètement, on perd l'intérêt sur topin également, mais sur géomise. Et donc, du coup, avec cette dérogation, ça nous offre une solution pour les semis de 2025, en espérant par la suite avoir une homologation du Lumiposa, qui, vous le voyez là, présente des efficacités de l'ordre de 60-62%. C'est plutôt intéressant. Et puis, alors sans réelle transition, on a également fait le choix de vous faire un petit focus sur l'héliotis, donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc, il s'est également invité lors de cette campagne un peu atypique. Donc, on en a vu pas mal dans la région, alors notamment au nord de la Loire. Je ne sais pas trop s'il y en a eu en Normandie, mais en tout cas, pour les Normands, sachez qu'en Pays de la Loire, on a pu en observer jusqu'en Sarthe, en Mayenne, donc relativement haut quand même dans notre région, vraiment voisin de chez vous. Alors, Héliotis, c'est qui? C'est quoi? Donc, c'est un papillon qui peut ressembler à une sésame, là, donc vous voyez l'adulte sur la photo ici, avec un cycle qui doit être globalement similaire à un cycle de foreur. On ne va pas rentrer dans le fin fond du détail, mais c'est comme les foreurs, en fait, les dégâts ne vont pas être causés par le papillon, mais par la chenille. Et donc, du coup, chenille que vous voyez là sur les différentes photos, et qui peut prendre des couleurs très variables.
Donc, elle peut être jaune, marron, plutôt verte. Donc, c'est vrai que c'est pas... elle est assez polymorphe comme chenille, mais par contre, elle a toujours une espèce des lignes, un petit peu des triangles sur les côtés. On a deux espèces, une sédentaire et l'autre migratrice. Et puis, c'est un ravageur donc qui va s'attaquer au maïs, mais pas que. En fait, la chenille, elle mange tout. Donc, elle est polyphage et on en entend beaucoup parler sur tomates, sur haricots verts, sur tout un tas de cultures. Elle va s'attaquer aux organes fructifères et globalement, elle peut consommer à peu près tout ce qui lui passe à portée de bouche. Alors, comment ça fonctionne? Les papillons, en fait, ils vont venir pondre sur les jeunes soies du maïs. Donc, les larves vont sortir, elles vont commencer par s'alimenter, elles vont commencer par manger les soies, et puis après, elles vont poursuivre, une fois qu'elles ont mangé toutes les soies, en consommant le sommet de l'épi. Donc, contrairement, on a une incidence qui va être plutôt faible sur la productivité. Par contre, je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir des problématiques plutôt mycotoxines. En fait, les chenilles, elles vont provoquer des grains, des blessures sur les grains qui vont permettre aux champignons de s'installer, développement de mycotoxines. Et donc, en fait, le problème de ce ravageur-là, ça va plutôt être la dégradation de la qualité sanitaire que réellement une perte de productivité. Et ce qu'on dit souvent, alors c'est vrai que nous, on n'a pas trop l'habitude d'en voir sur maïs du moins, mais dans les zones qui sont plus concernées, donc plutôt au sud, on nous remonte souvent qu'en fait, c'est les maïs doux, les maïs semences qui vont être plus exposés à ce type de ravageurs-là parce que les floraisons sont décalées. Donc après cette rapide présentation, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a eu des liotis en 2024? Donc en fait, on a deux hypothèses. Est-ce qu'on a eu plus de papillons ou est-ce qu'on avait des maïs qui étaient davantage exposés au risque? Alors plus de papillons, peut-être. Donc pareil, à une question, je repose deux questions. Est-ce que c'est une migration plus importante? Parce que je vous rappelle qu'il y a une espèce ou une race sédentaire et une autre migratrice. Ou est-ce qu'on a eu une meilleure survie hivernale? Donc c'est pas évident de répondre à cette question, car en fait, même si on avait des conditions à l'automne-hiver plutôt douces, on peut supposer être favorables à leur survie, en fait, comme on n'a pas de réseau de piégeage dans la région, on ne sait pas exactement si le ravageur est présent de manière sédentaire ou on n'arrive pas trop à le suivre. Enfin, on n'a pas les éléments qui nous permettent de le suivre. Donc, c'est pas évident de répondre à cette question. Donc, peut-être que ça peut être une migration plus importante. Donc, effectivement, il y a eu une vague de chaleur fin juillet. Donc, on a dit qu'on a eu des températures plutôt fraîches en été, c'est vrai, mais il y a quand même eu un pic de chaleur fin juillet. Et on a eu les premiers retours, les premiers signalements des leucistes à peu près 2-3 semaines après ce coup de chaud. Donc effectivement, il y a peut-être eu une migration de ce ravageur-là à la faveur de ce pic de chaleur. Mais vous me direz, c'est pas non plus inhabituel d'avoir des coups de chaud en juillet. C'est des choses qu'on voit quand même de manière assez régulière et pour autant, on voit pas autant de ravageurs des autres années. Donc l'autre hypothèse qui est probablement cumulative avec la première, c'est qu'on aurait eu des maïs plus exposés. Donc concrètement, c'est probable également. On a cette vague de chaleur là qui collait plus ou moins avec l'arrivée à floraison des maïs. Donc c'est probable en fait que les papillons se soient retrouvés dans le secteur au moment de la floraison et que du coup ils aient pu réaliser leur cycle, pondre au moment de la floraison du maïs. Et c'est vrai que même si on a peut-être tous les ans une migration de ces types de papillons-là, ils arrivent d'habitude à des périodes où la floraison est déjà terminée. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas venir pondre vraiment sur les soies fraîchement émises, on va dire. Et puis, c'est vrai que, mis à part ce pic de chaleur, on avait des conditions de l'été, on le disait, qui étaient plutôt fraîches. Donc, du coup, des allongements de cycle, et alors des retards et des allongements, ce qui fait qu'on a pu avoir potentiellement un allongement de la période de sensibilité du maïs. On va dire que la floraison n'a pas été vite expédiée, elle a peut-être duré un petit peu plus longtemps que quand on a une année où vraiment il fait très très chaud. Et donc du coup, un possible allongement de la période de sensibilité du maïs. Donc en résumé, on a pu avoir un coup de chaud, on a eu un coup de chaud fin juillet qui a pu favoriser peut-être la migration des papillons, couplé au fait du fait qu'on avait des décalages de semis, du coup des semis tardives, donc des décalages de stade, potentiellement un allongement de la période de floraison. Et donc, il est fortement possible en fait que le ravageur se soit trouvé dans le secteur
au moment où les maïs étaient au stade sensible et en plus stade de sensibilité allongé. Donc en gros, probable conjonction entre période de vol des papillons et période de sensibilité du maïs. Et donc quand même, ce qu'on doit rappeler, donc je reboucle un peu avec la partie sanitaire de tout à l'heure. Donc le ravageur, il va pas forcément impacter les rendements, mais par contre, il peut être responsable du développement de FUSA sur l'épi et notamment de la production de mycotoxines. Donc on a un risque qualité sanitaire qui va être accru vis-à-vis de ce ravageur. Donc la question principale de cette campagne, c'est quand même les solutions de désherbage sans S-métolachlore, et notamment quand on a des flores graminées importantes. C'est la principale question concernant le désherbage qui nous remonte. Donc c'est celle qu'on a choisi de traiter ce matin. Alors, quand on aborde le sujet, bon déjà, on vous a fait cette petite diapo de mise à jour des informations réglementaires. Il y a des choses récentes, des choses moins. Je vais la commenter très, très rapidement. En fait, parmi les chloroacétamides, on n'a plus le S-métolachlore, donc il nous reste la pétoxamide et le DMTAP. Concernant la pétoxamide, elle est réapprouvée au niveau européen, donc pas de changement depuis l'an dernier. Et on est en attente de renouvellement d'AMM pour la France, puisque pour les spécialités successeur 600 ou la spécialité successeur 600 Juan, donc pour l'instant, la solution est autorisée pour la prochaine campagne et on est dans l'expectative pour la suite. Du côté de la pendimétaline, un reclassement qui avait eu lieu il y a un an, qui fait que certains mélanges ne sont plus possibles, notamment pendimétaline plus sulcotrione, mésotrione, tangotrione ou avec l'isoxaflutone. Et puis, ayant en tête qu'à terme, les produits à base de pendimétaline, quand ils repasseront à l'homologation, ce qui va se faire progressivement dans les prochaines années, eh bien, ils auront très probablement un DVP, donc un dispositif végétalisé permanent, imposé de 20 mètres. Et dernière info réglementaire, le tritosulfuron, là c'est un antidicotylédone, donc on retrouve dans biathlon ou conquérant, aura une fin d'AMM prochaine, donc 2025 est a priori la dernière année d'utilisation pour cette molécule. Alors là, ce n'est pas de la réglementation, ce sont des recommandations concernant l'utilisation du DMTAP. Donc on les avait déjà présentées l'an dernier, je ne vais pas y revenir, mais pour préserver la molécule et éviter d'avoir les mêmes soucis que pour le S-métolachlore, même si ce n'est pas du tout le même profil en termes de transfert, mais pour éviter une surutilisation de la molécule qu'on va retrouver beaucoup du fait de la restriction sur les autres herbicides. La dose sur l'ISAR est à 1,2 litre et pour le Dakota, ça revient à 4 litres pour rester sur un maximum de 864 grammes par hectare et par an, et avec des recommandations en deçà dans les aires d'alimentation de captage. Concernant le DMTAP, toujours, j'en profite parce qu'il y a eu pas mal de questions sur le désherbage du sorgho cette année. Beaucoup ont choisi de faire cette culture, notamment sorgho fourragé, plutôt Pays de la Loire et Sud Normandie. Ayant en tête qu'à partir de cette année, il y a un accord croisé entre Syngenta et BASF, donc les semences protégées avec un phytoprotecteur concept C vont pouvoir recevoir du DMTAP en prélevé. Du DMTAP solo, pas du DMTAP additionné de pendimétaline. Donc OK pour faire de l'ISA en prélevé dès lors que les semences sont protégées concept C sur sorgho. Alors maintenant, quand on a dit ça et qu'on revient à la problématique du désherbage avec moins de solutions disponibles, si on regarde nos munitions disponibles, on a essayé de le résumer ici dans ce tableau. Alors, les chloroacétamides, on vous a remis le spectre sur les graminées, c'est ça qu'on va regarder principalement. Et puis quelques dicotes problématiques potentiellement ou sur lesquelles les prélevés peuvent être intéressantes, notamment c'est le cas de la véronique, ou difficiles, comme pour la mercuriale. Et donc, du côté des chloroacétamides, voilà les spectres. Donc, on a quand même des solutions, mais DMTAP ou pétoxamide, en l'occurrence. Et puis, on regarde, bien sûr, des solutions non chloroacétamides qui peuvent venir soit se substituer à celles-ci quand on a des faibles pressions de graminées, soit en renfort du DMTAP ou de la pétoxamide pour renforcer l'efficacité graminée.
Alors, je n'ai pas précisé, hein, sur ces tableaux, c'est des efficacités à 30 jours. On a pris brut de décoffrage les essais dont nous disposions. Donc, il y a une note dans la case qui vous donne une idée de l'efficacité moyenne sur une note de 0 à 10. Et entre parenthèses, c'est le nombre de références disponibles. Donc, pour les solutions non chloroacétamide, certaines présentent un bon niveau d'efficacité de panique cétère-digitaire. Certaines sont rouges ou jaunes, mais en fait, l'idée, c'est de les utiliser en association ou sur des flores peu denses, et elles feront un travail tout à fait intéressant. Alors maintenant qu'on a dit ça c'était les cartouches, comment on utilise ces solutions disponibles. Donc on avait présenté cette arborescence l'année dernière. C'est important d'avoir une connaissance de la flore ciblée sur chaque parcelle pour pouvoir ajuster sa stratégie de désherbage. Soit on a peu de graminées, et dans ce cas-là, on va avoir certaines recommandations, et puis soit on a beaucoup de graminées, et dans ce cas-là, on va être obligé de passer sur des programmes de désherbage beaucoup plus costauds, avec 3 catégories que nous avons distinguées, donc je vais présenter successivement. Peu de graminées, c'est le cas le plus simple, et dans ce cas-là, on évitera de recourir au chloroacétamide, puisqu'on n'en a pas forcément besoin, donc ce n'est pas la peine de systématiser leur utilisation. Et on va avoir des stratégies en 1 ou 2 passages. On peut avoir une pré- ou une post-levée très précoce, assez costaud, qui va tenir dans le temps, rattraper au besoin selon les conditions de l'année. Ou alors, uniquement du désherbage foliaire. Donc c'est des stratégies, on a donné quelques exemples ici, je ne vais pas forcément détailler chaque ligne, mais assez classique. Si je suis en double foliaire, eh bien, c'est des stratégies Pampa, Callisto. On a aussi le Lodis qui peut trouver sa place, les Lumis. Voilà, c'est des produits foliaires qu'on va muscler plus ou moins selon les dicotes difficiles à gérer ou pas dans la parcelle. Et puis, c'est aussi potentiellement une prélevée, mais pour le coup, là, sans chloroacétamide. Sur ces parcelles-là, on peut aussi bien sûr faire du désherbage mécanique. C'est bien là qu'il a toute sa place. Donc ça peut être, c'est peu répandu, mais c'est peut-être une voie d'avenir, c'est de traiter uniquement le rang chimiquement, et puis de venir rattraper mécaniquement dans l'interrang et en essayant de buter le rang en post-levé. Donc on avait présenté il y a 1 ou 2 webinaires de ça, les résultats, hein. Je pourrais y revenir si vous avez des questions. Mais l'idée, c'est quand on est équipé pour ça, avec une rampe adaptée et le guidage, on peut appliquer un produit racinaire localisé sur le rang, ou en prélevé ou en post-levé précoce, et puis venir rattraper chimiquement, et le mieux peut-être c'est mécaniquement, pour limiter l'utilisation de produits. Donc dans des aires de captage, ça peut être particulièrement intéressant. Et puis sinon, il y a les stratégies de désherbage mixte classiques qui consistent à passer en plein, donc on n'a pas besoin de rampe et de guidage. Enfin, le guidage peut être utile quand même pour le désherbage mécanique. Et l'idée, c'est d'alterner un passage chimique avec des binages de rattrapage. Et éventuellement, ce passage peut être fait en post-levée précoce, après un passage de herse à l'aveugle. Donc des solutions qui fonctionnent bien sur des flores simples, peu denses en graminées. Alors là, le casse-tête, c'est vraiment quand on a beaucoup de panique cétère-digitaire. Et là, dans ce cas-là, bien, on n'a pas d'autre choix que de faire un programme en double application avec des niveaux de dosage ou de choix de produits avec un bon spectre sur graminées. Donc une prélevée ou une post très précoce à base de chloroacétamide et un rattrapage. Donc de même, on peut se dire, si on fait le même exercice que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc on a notre référence LISAR à la dose maximum recommandée, qui est un bon partenaire, une bonne base de désherbage sur panique cétère-digitaire et Regra d'ailleurs. On peut l'associer à la pendiméthaline, ça c'est le Wing ou le Dakota P, donc qui vient renforcer sur dicote et aussi sur graminées. Et puis on peut aussi choisir d'associer avec la mésotrione formulée pour des applications en prélevé, donc racinaire, dans Caliprime, Xtra, Fluva par exemple.
Ça peut être l'Iseran, qui est un produit qui associe de la mésotrione et de la clomazone. Et ça peut être aussi de la pendimétalline et de la clomazone dans un produit qui s'appelle Alcance, toujours adossé à l'ISAR. Alors l'avantage de ces associations, c'est que là, pour le coup, on peut réduire un peu la dose d'ISAR. On la maintiendra à un niveau élevé sur les très fortes pressions graminées. Je continue sur les mariages. On peut parler d'ISAR Merlin-Flex, isoxaflutol, qui est une solution intéressante sur graminées. Et puis, c'est peut-être celle qui est la plus connue, c'est l'ISAR Adango, qui permet de consolider le spectre antigraminé en l'absence de S-métolachlore sur une base de DMTAP. Il y a aussi la possibilité de ne pas travailler avec le DMTAP, mais avec la pétoxamide, avec un spectre peut-être un petit peu plus jaune, mais ça peut fonctionner. Il faut être surtout prudent par rapport à l'humidité, puisque c'est un produit qui est peut-être encore plus sensible au sec que ne le sont les autres racinaires. Voilà pour ce type les solutions disponibles, et on a essayé de le traduire dans des préconisations. C'est là encore un choix non exhaustif, enfin des propositions non exhaustives. Donc, dans ces cas-là, une prélevée avec un certain nombre de solutions qui sont écrites ici, que je ne vais pas toutes citer. Le vert étant le plus solide vis-à-vis des graminées, ce qu'on a surligné en vert. Ou plutôt un désherbage de post-levée précoce. Et dans ces cas-là, on va associer du racinaire et du foliaire pour gérer des graminées non encore levées, des mauvaises herbes non encore levées, et gérer aussi les petites qui commenceraient à pointer, avec par exemple une base ISAR nicosulfuron, l'ISAR le racinaire et le nicosulfuron le foliaire. Alors je dis nicosulfuron, mais ça peut être aussi mésotrione. Si on a des digitaires, on va plutôt privilégier la base mésotrione à la base nicosulfuron. Et ensuite, derrière ce premier passage très précoce, on va venir rattraper avec un passage foliaire classique, comme dans les stratégies précédentes de faible pression graminée. Alors, il faut simplement faire attention parce que si on a déjà fait, par exemple, de la Dengo T1, on ne va pas pouvoir repasser avec certains produits. Donc, c'est des aspects réglementaires qui font qu'il faut jongler avec l'enchaînement des solutions sur une parcelle donnée. Deuxième cas de figure, quand on a une forte pression graminée, ça se corse quand on a plutôt des cétères et des cétères avec un soupçon de résistance. Là, c'est déjà plus compliqué et on va avoir des recommandations en 4 étapes. Dans ces cas-là, il faut quand même peut-être se remettre en cause, si c'est possible, de changer la rotation et de baisser la part des cultures d'été dans le système. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, hein, parce que parfois, ce sont des îlots où il y a l'irrigation et on localise ici les maïs. Mais c'est vrai que plus on alterne semis d'été, semis d'automne, on limite la pression à la fois des graminées d'automne et à la fois des graminées estivales. Quand c'est déséquilibré dans un sens, ça spécialise la flore. Deuxième recommandation, c'est la même que précédemment, passer tôt avec une pré-V ou une post très précoce et rattraper en veillant à ne pas se laisser déborder sur le stade des graminées. Parce que sur des cétères qui seraient à plus de 2 feuilles, on va être dans l'impasse. Et enfin, le désherbage mécanique peut à nouveau venir nous aider ici, parce que parfois on est au bout du bout avec la chimie sur des flores très complexes, et selon les conditions de l'année, si c'est assez séchant, un binage peut venir parfaire le désherbage. Donc dans ces cas-là, voilà un exemple plusieurs exemples non exhaustifs toujours de solutions. Vous voyez que les coûts, on les a indiqués à dessein ici pour vous montrer qu'on s'envole un peu en termes de coûts de désherbage. Les rattrapages vont être plus délicats, surtout si on suspecte ou si on sait qu'il y a de la résistance. La plupart du temps, c'est de la résistance au nicosulfuron, et du coup, on a beaucoup moins de solutions possibles pour rattraper. On peut aussi, alors ça c'est pas fait sur ma diapo là, mais je le compléterai dans le support mis à disposition, avoir un décalage, passer en post-levée très, très précoce avec des racinaires à cette étape-là. Donc par exemple, on pourrait faire du merlin au début et puis revenir avec du lodis isar
en post-levée très précoce. Et puis, dernière étape, le binage peut être intéressant en complément, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de solutions en rattrapage foliaire. Il peut être aussi intercalé entre la pré et le rattrapage de post-levée pour parfaire la maîtrise des graminées. Dernier cas de figure sur lequel nous sommes beaucoup interrogés, c'est les raies. Donc sur raies, là encore, ça ne vous surprendra pas, il ne faut pas penser qu'au désherbage chimique dans le maïs, il faut penser à la rotation. Et le levier le plus efficace, malgré tout, ça reste de faire un labour occasionnel. Une année où il y a beaucoup eu de raies, refaire un labour et puis ne plus labourer sur les 4 années qui suivent. Et ensuite, dans la culture du maïs, quand on est confronté à la mauvaise herbe, vraiment adapter très finement le programme avec une prélevée indispensable et un rattrapage sur des raies très jeunes, comme sur les cétères tout à l'heure. Donc pourquoi prélever ? On peut regarder cette synthèse d'essais, c'est nos collègues de la région centre qui ont mis en place un certain nombre d'essais sur des fleurs raies et vulpins d'ailleurs. Et on voit qu'une prélevée seule, une poste précoce seule, ça ne fait pas le travail. Même une double poste, on n'est pas au niveau. Sachant qu'au-delà de 7, c'est bien, mais en dessous de 7, c'est pas du tout géré. Et c'est la pré plus poste qui arrive péniblement à 7 en moyenne, mais avec certains essais où le désherbage est bien géré et d'autres où il est moins bien géré. Donc quand on regarde pareil les solutions à notre disposition, vous avez ici les efficacités dans quelques essais à T plus 30 jours, donc 30 jours après le traitement. Pour le DMTAP, la pétoxamide, etc., les solutions qu'on a vues précédemment. Bon, sur IGRA, premier constat, c'est que c'est difficile, vous le voyez. C'est difficile en termes d'efficacité moyenne, c'est les chiffres en noir ici, et c'est difficile aussi en termes de régularité d'efficacité, puisque par exemple, même l'ISAR, qui est sans doute parmi les meilleurs, il n'y a que 30% des cas où on arrive à un niveau satisfaisant à 30 jours. Et à 60 jours, j'en parle même pas. En conclusion, si on rassemble tout ça, qu'est-ce qu'on peut recommander sur raies? Eh bien, du DMTAP, associé ou seul. Donc, il est associé, par exemple, dans le Dakota avec la pendiméthaline. Et ça va être intéressant sur les vulpins, s'il y avait aussi des vulpins à gérer. Et puis, sinon, des associations avec la pétoxamide, pourquoi pas, ou avec la dengo. Donc, en prélevé. Et ensuite, il va falloir venir rattraper, mais vous verrez que les solutions sont très peu nombreuses en rattrapage. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le passage de prélevé avec les bons produits. Donc en post-levé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du foram sulfuron et de la thiène-carbazole, c'est les matières actives qui sont les plus intéressantes sur raies en rattrapage, en foliaire. Là, on vous présente ces essais parce qu'on a constaté que pour la spécialité mondine ou monsoon, il pouvait être intéressant de l'adjuvanter avec de l'huile, voire de l'huile et du sulfate d'ammonium. C'est ce qu'on voit dans cette synthèse d'essai avec à peu près 1 point. Donc on passe de 5 en moyenne à 6 dès lors que l'on a ajouté les adjuvants. Donc ici, ce sont des comparaisons qui ont eu lieu toujours en région centre. Deuxième technique possible, c'est le fractionnement. Le fractionnement peut apporter, mais pas toujours. Donc là, par exemple, on a mis derrière une base de prélevé, on est revenu rattraper avec du monsoon 1,5 litre en un passage, et là on a rattrapé en 2 fois en mettant 1 litre puis 0,5. Donc j'ai dit on s'améliore, oui en moyenne un petit peu, mais il y a quand même une situation qui fait baisser la moyenne ici à droite, c'est la situation de Varis 2016 là, qui s'explique en fait très bien par le fait que le rattrapage, donc le deuxième passage de monsoon, le relais à 0,5, a été fait trop tard. Et quand on vient sur des raies trop développées, on n'a pas du tout intérêt à fractionner, pour le coup. Donc ok pour ce fractionnement, ça peut apporter quelques petits points de plus, mais d'une, ça a un coût parce que ça fait 3 passages au lieu de 2, et 2, il faut être sûr de son coût pour pouvoir passer sur des raies très jeunes. Donc si on résume, voilà les propositions qui peuvent être faites sur raies en rattrapage. La solution à base de nicosulfuron, j'insiste sur les doses qui sont affichées
Et j'insiste aussi sur le fait que ça ne fonctionnera que si les régras ne sont pas résistants à cette molécule. Et ça me permet de dire aussi que l'ensemble de ces solutions-là, de rattrapage de poste levé, sont du même mode d'action, HRAC2, donc inhibiteur d'une enzyme qui s'appelle l'ALS. Et du coup, on peut avoir des résistances croisées. Et sur flore de régras résistants, on va se retrouver dans l'impasse pour les rattrapages de poste levé. Le désherbage de régras ne tiendra que sur la prélevée et après du désherbage mécanique plus ou moins facile avec du régras. Donc je préfère conclure tout de suite, et vous avez les conclusions ici. Il est important de connaître sa flore, de ne pas oublier l'agronomie. Et attention, si justement l'importance de ces leviers agronomiques, c'est d'éviter d'arriver dans des impasses et des coûts désherbage qui s'envolent.